Bonjour à tous. Encore une loi qui va à contresens de l'humanité et de la nature. Encore une loi qui détruit la nature. Écocide, tout simplement. C'est le mot de ces accords. Encore une fois, qui plonge l'humanité dans encore de plus grands troubles, malheureusement, notamment au niveau de l'eau, c'est ce que nous verrons par la suite, et au niveau aussi de l'agriculture. Toujours plus de concurrence, toujours plus de destruction de la nature. Et qu'est-ce qu'on entend au niveau des politiques? Bien évidemment, tout va bien, mais dans les faits, on le sait que c'est la mondialisation sauvage qui est mise en avant, tout simplement avec ces accords du CETA et du Mercosur et du JEFTA aussi, il y a les accords aussi avec le Vietnam, c'est la Bérésina, un écocide absolu. Alors bien sûr, comme d'habitude sur ma chaîne, on essaye dans un premier temps d'expliquer la définition classique et puis au fur et à mesure des onglets, on va essayer de voir les différents points de vue, bien évidemment, des agriculteurs aussi de politique. Et ce que ça entraîne au niveau des dégâts de la nature, de plus en plus intensifs, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, nous sommes sur un onglet, Europe Direct PPA, qui va nous aider à comprendre ce que sont ces accords qui vont ratifier la France, l'Europe, etc. Donc, c'est un article de Europe Direct PPA, comme je disais, et c'est une interview de Jack Louche, conseiller au CESER, conseiller économique, social et environnemental de Nouvelle-Aquitaine. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais relire la quintessence pour essayer de comprendre le contexte, etc. Alors, la forte médiatisation des accords commerciaux européens, liés notamment au traité CETA avec le Canada, ou au projet avec le Mercosur, pourrait laisser penser que le libre-échange est courant et privilégié par les États. Mais la réalité est tout autre. Historiquement, le commerce libre de droits douaniers et de barrières est une exception. L'Union européenne est en soi un exemple notoire d'accord multilatéral qui dépasse évidemment les seules questions commerciales, puisqu'elle a mis en place une zone de libre-échange de biens et de services entre ses États membres. Le libre commerce est ainsi au cœur même, historiquement et idéologiquement, de la construction européenne. Du point de vue du commerce extérieur, la Commission européenne considère que l'ouverture économique apporte des avantages considérables à l'Union et attribue au bienfait du commerce extérieur près de 30 millions d'emplois européens. Donc, ce que nous pouvons voir dans cette première séquence, l'Europe Direct PPA, c'est qu'on est dans un point de vue uniquement des États-nations. On ne prend pas en compte la planète, on ne prend pas en compte le vivant. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment, essayer de comprendre les enjeux et leurs avantages tout en sacrifiant l'agriculture et en condamnant les consommateurs, qui pour la plupart seront pris au piège, par le manque de connaissances et ou d'informations. Hein, il faut le dire, c'est une affaire de gros sous uniquement au bénéfice des États-nations. C'est une introduction extrêmement importante parce que bien évidemment, il faut informer. C'est pour ça que je fais cette vidéo au niveau des consommateurs qui ne seront pas forcément informés dans les médias dits mainstream, bien sûr. Donc on est uniquement dans une affaire de gros sous au niveau des États-nations, du commerce, hein, tout simplement. C'est la pure mondialisation sauvage. Alors, plus précisément, quels sont ces accords du CETA, tout simplement? L'accord économique commercial global entre l'Union européenne et le Canada réduit drastiquement les barrières tarifaires et non tarifaires, mais traite également de nombreux aspects liés à l'exportation de biens et services et à la mise en place d'un cadre d'investissement stable et favorable aux entreprises européennes et canadiennes. En pratique, il doit réduire la quasi-totalité, près de 99% des barrières d'importation, donc je disais bien la libéralisation, la mondialisation sauvage tout simplement,
permettre aux entreprises canadiennes et européennes de participer au marché public de services et d'investissement de l'autre partenaire et renforcer la coopération entre le Canada et l'UE en termes de normalisation et de régulation. Alors, bien sûr, les prévisions économiques, bien sûr, c'est très 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 important pour les États-nations. Là, c'est très clair. Hein. On ne parle pas de la nature, on ne parle pas de l'humain, on parle de rien. C'est que du commerce entre les États-nations. Alors, la mise en œuvre du CETA permettra aux États membres de l'UE de soutenir leur croissance par l'extension des marchés accessibles aux entreprises, la baisse des droits tarifaires, l'accession des marchés publics canadiens et l'échange soutenu de technologies et de savoir-faire. En conséquence, le traité favorisera la compétitivité des entreprises européennes tout en étant, selon la Commission européenne, favorable aux consommateurs par des normes de qualité maintenue et de baisse de prix. Comme on dit, hein, mon avis, bien évidemment. La Commission européenne estime que le CETA devrait accroître de 25% les échanges commerciaux UE-Canada entraînerait une augmentation du PIB de l'UE de 12 milliards d'euros par an. Juste qualité maintenue, juste entre parenthèses, on va voir un article un peu plus tard que la Chine et la Russie se sont retirés des accords avec le Brésil. Parce qu'ils ont eu de la viande avariée, tout simplement. On peut pas, c'est pas possible au niveau du commerce international, on peut pas, c'est comme la douane, on peut pas tout bloquer ou tout contrôler à 100%. Non mais c'est incroyable. On n'est pas dans un stade où on surveille tout le monde, quoi. Non, c'est impossible. Et c'est quand même, et puis c'est surtout au niveau des États-nations, que ce soit le Canada ou le Brésil, comment ils font leur viande. Hein. Ils permettraient de favoriser l'emploi en Europe. Les études économiques soutenant le CETA estiment que pour chaque milliard d'euros investis par l'UE, 14 000 emplois seraient soutenus. On peut toujours mieux faire. Alors, là, on est dans une logique de chiffres, mais on peut toujours mieux faire. Il n'y a pas le raisonnement du bien-être, des bonnes choses au niveau du salariat et au niveau de la nature. Il n'y a pas l'équilibre. C'est ça qui est important. Alors, bien évidemment, pour terminer certains articles, très intéressants, hein, qui nous expliquent la séquence sur le Mercosur. L'accord Union Européenne-Mercosur a récemment soulevé la colère des agriculteurs. Bien évidemment que ça a soulevé la colère des agriculteurs. Plusieurs raisons à cette colère, donc. Parmi lesquelles la perspective d'un accord de libre-échange que négocie l'Union Européenne et 4 pays du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. La question agricole cristallise les tensions. Cet accord aurait pour objectif de faciliter les relations commerciales en abaissant les barrières douanières, tarifaires, non tarifaires aussi, les normes et d'une manière générale, les formalités administratives. La Commission européenne estime qu'il devrait permettre aux exportateurs européens d'économiser quelques 4 milliards d'euros de droits de douane par an. En retour, les marchés européens s'ouvriraient également aux pays du Mercosur. Donc, c'est ce que je dis. On ouvre les portes, c'est la mondialisation sauvage, on ne sait pas ce qui rentre et qui sort. Les politiques ont beau nous dire, oui, vous inquiétez pas, non. C'est une pure catastrophe. On ne peut pas contrôler ce que fait un État-nation et ce qu'il nous envoie. C'est quand même incroyable. Mais sous quelles conditions? Il y a des risques. Si oui, lesquels? Tiens, le Mercosur relève d'autres enjeux, notamment pour les filières bovines et volailles, le sucre et l'éthanol. La puissance de ces filières en Argentine, Bolivie, Brésil et Paraguay, les différences de normes impliquent la plus grande prudence afin de protéger non seulement nos entreprises, mais aussi la santé de nos concitoyens et notre modèle alimentaire sur ces piliers fondateurs que sont la qualité, la diversité et la santé publique. Compte tenu de ces aspects, l'ANIA préconise d'intégrer le plus amont possible lors des négociations de cet accord le retour du terrain et les priorités des professionnels. Il s'agira d'être pour les pouvoirs publics cohérents avec les demandes formulées dans les assises de l'alimentation et les encouragements à monter en gamme. Donc voilà pour la définition du CETA et du Mercosur. Voilà, sur cet article, on reste vraiment dans un cadre de définition et de compréhension. Et là, on voit bien, quand on est dans le cadre, c'est toujours dans une logique de profit au niveau des États-nations. Alors, on peut dire qu'il y a plus d'emplois, mais si on veut, il faut avoir un raisonnement. Et ce raisonnement, c'est la nature, tout simplement. Donc, si c'est pour avoir plus d'emplois et que la nature est plus en difficulté, ça reste une catastrophe quand même.
non catastrophe, on n'a qu'une planète. Hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Très 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 important. Alors, pour comprendre la vision des agriculteurs concernant ces accords, car c'est eux qui expliqueront bien sûr le sens profond, puisque au niveau de ces accords, c'est plus eux qui sont touchés, bien sûr. Et nous aussi, les consommateurs, bien sûr, bien évidemment. Eux, vraiment, c'est vraiment le cœur du réacteur, si j'ose dire. Alors, une petite digression, puisqu'on parle de la nature, de cette planète globale, n'oublions pas que l'eau utilisée pour l'agriculture, pour faire 1 kilo de viande, est de 15 000 litres. Un petit rappel, petite digression, parce que bien sûr, on parle de viande, et c'est la mondialisation sauvage, et donc plus de production. C'est une catastrophe. Alors, SOS Planète, terresacrée.org, c'est rapidement, hein, il y a quand même beaucoup de choses, c'est très intéressant, bien évidemment, je les mettrai en lien parce que ça fait réfléchir. Hein, cet onglet fait réfléchir. Donc c'est toujours bien d'avoir ce petit pense-bête, hein, parce que c'est très intéressant, c'est très important. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, si vous faites la transposition, si vous mettez d'un côté le CETA et les accords du Mercosur, et en face de ces accords, vous mettez cet article. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est clair et net. Plus de la moitié de l'eau potable des États-Unis va au bétail. Il faut 5000 m², un demi-hectare de terre cultivable pour produire 70 kg de bœuf ou 10 000 kg de pommes de terre. Alors, par exemple, il faut 15 000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande de bœuf et 800 litres d'eau pour 1 kg de blé. Près de 50% de toutes les récoltes alimentaires dans le monde sont mangées par le bétail. Alors que, on le sait, que ce soit en Afrique, en Asie, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Donc, c'est une lourde catastrophe. C'est littéralement écocide. Et puis, on continue de sombrer avec ces accords qui détruisent tout. Et la Chine et la Russie se sont retirés de ces accords. Il y a quand même plein de choses. Les pays industrialisés, avec 26% de la population mondiale, utilisent 56% des ressources alimentaires. Il y a plein de choses absolument sidérantes. Il faut 400 litres d'eau par heure pour faire face aux besoins alimentaires d'une seule personne occidentale. Plus de 50 millions, comme je disais, d'enfants meurent de faim chaque année. Le bétail des pays riches mange autant de céréales que les Indiens et les Chinois réunis. Un bœuf fournit 200 kg de viande, soit 1500 repas. Les céréales qu'il a mangées auraient pu servir à 18 000 repas. Donc on a l'impression que les animaux, on a l'impression qu'on les engraisse, mais c'est pas équivalent. 1500 repas, ça sert à 18 000 repas à la place. Je veux dire, autant faire 18 000 repas à un être humain que 1500 repas à un bœuf. C'est au niveau équivalent. Un Américain sur 3 et un Français sur 4 sont obèses. Il y a tellement de choses. Pour fournir 50 kg de protéines, un animal a consommé au minimum 800 kg de protéines végétales. 5 espèces végétales sont définitivement perdues chaque jour. Si voilà, ça on a besoin de ça. Je sais pas, à l'Union européenne ou leur montrer ça, quoi. Mais je pense que les chefs d'État sont conscients de ça quand même. Hein. Ils vont vers un idéal. Voilà. Ils vont vers un idéal de nouvelle mondiale, transhumaniste ou je ne sais quoi. En tout cas, tout ça, toute cette hérésie nous mène à la catastrophe au niveau de cette planète. On ne sait pas c'est quoi leur objectif, mais en tout cas, là on va vers un chaos. On va vers un chaos global. 300 tonnes d'humus disparaissent chaque minute. 80% des animaux élevés en batterie sont malades. Les excréments de bétail représentent 110 tonnes par seconde pour les élevés en Europe. Cela entraîne 50% de toute la pollution. Cela entraîne 50% de toute la pollution des nappes phréatiques du monde. Voilà ce pense-bête, bien évidemment, que je mettrai en lien. C'est littéralement absolument sidérant. Donc on ne va pas tirer l'alarme, on ne va pas jeter la pierre aux agriculteurs. Ce sont des agriculteurs. Voilà, on leur met en plus de ça ce système. On peut toujours mieux faire. On peut toujours faire un autre système
on a l'impression qu'ils subissent et qui sont écrasés. Et puis la concurrence, les fait disparaître. C'est un agriculteur français. Alors, que sont les accords CETA et Mercosur pour l'élevage français? Important. FDSEA 23, la Creuse, .fr, on voit la délégation à la préfecture de la Creuse. Le CETA est un accord économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada, en application provisoire depuis le 21 septembre dernier. Et cet accord doit être ratifié par le Sénat et l'Assemblée nationale courant 2018. Il prévoit l'ouverture du marché européen à 65 000 tonnes de viande bovine canadienne, supplémentaire aux droits de douane inexistants nuls. Le Mercosur est un accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela, ouvrant un contingent d'environ 130 000 tonnes de viande brésilienne à des droits de douane aussi quasi nuls. Ces viandes bovines canadiennes et brésiliennes sont-elles produites dans les mêmes conditions que la viande bovine française? Non. En France, nous avons des fermes familiales avec 60 vaches par exploitation. Nos bovins se nourrissent avec une ration composée de 80% d'herbes en moyenne, et nous achetons très peu d'aliments à l'extérieur. 90% de l'alimentation du troupeau est produite par les éleveurs sur leurs exploitations. On ne peut pas dire la même chose pour le Canada et le Brésil. Chez eux, les bovins sont engraissés dans des parcs industriels de 25 000 à 30 000 animaux. Leur ration est loin d'être naturelle, elle se compose de 80% de maïs, organismes génétiquement modifiés, complétés par des farines animales et des hormones de croissance. Clairement, nous ne parlons pas de la même viande. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, bien évidemment, je vais lire les deux dernières. Toujours avec intéressance les onglets, bien sûr. Quels vont être les impacts sur l'élevage français si ces accords aboutissent? Au vu des différentiels du prix et des volumes concédés, on peut estimer une baisse de pratiquement 10% du prix du jeune bovin payé aux producteurs français et par répercussion une chute sur le plan national de 30 à 60% du résultat courant des exploitations spécialisées. Si l'on reste sur des revenus moyens de 2016 à 700 € par mois, tous les systèmes confondus, on peut prévoir une perte de 25 000 emplois directs, dont malheureusement énormément de suicides. C'est une catastrophe. Les revenus sont, par rapport au volume de travail qui est demandé, c'est absolument incroyable. La France a-t-elle des recours pour éviter ce massacre? La France peut avoir un droit de veto. Il faut que le gouvernement, avec nos parlementaires, demande une remise à plat concernant les mandats de négociation à la Commission européenne en refusant tout accord incluant une offre de viande bovine ne répondant pas aux normes en vigueur sur le plan de l'élevage, de la santé ou de l'environnement, bien sûr. Il faut refuser de ratifier le CETA. Il faut créer une commission d'enquête européenne sur les conditions de certification sanitaire des viandes de ces pays-là. Pour rappel, au printemps, la Russie et la Chine ont arrêté leurs importations de viande du Mercosur suite à l'affaire des viandes avariées brésiliennes. Il faut tout simplement que nos politiques prennent leurs responsabilités et qu'ils deviennent courageux. C'est beaucoup plus facile de vouloir réduire le délai d'utilisation du glyphosate ou de vouloir instaurer un repas par semaine sans viande dans les cantines françaises. Bien évidemment. Quant aux pingouins de la LPEA qui se réfugient soi-disant derrière la cause du bien-être animal pour abolir l'élevage français, je veux bien leur payer un billet, aller et uniquement aller, pour qu'ils aillent voir au Canada et au Brésil si l'élevage des bovins est beaucoup plus respectueux que dans notre Creuse. On doit être unis pour défendre notre territoire. On doit soutenir les initiatives créatrices d'emplois et de valeur ajoutée comme l'extension de la ferme de Saint-Martial et laisser aux Creusois la liberté d'entreprendre en respectant à l'heure des états généraux de l'alimentation et de l'élaboration des plans de filière. Où est la cohérence des politiques publiques? Et oui, c'est incohérent. Bien sûr, voilà pour ce raisonnement d'agriculteur de la Creuse. Voilà. C'était quand même important. Bien sûr, au niveau sociétal, là, on était dans la Creuse, précisément, ce qu'ils vivaient. Et puis là, au niveau sociétal, ce qui se passe avec les agriculteurs, ils sont bien évidemment révoltés. Et on atteste l'article de euractiv.fr. Les agriculteurs européens révoltés par l'accord UE-Mercosur, 1er juillet 2019. Euractiv France avec l'AFP. Voilà, donc on voit bien, il me semble qu'ils sont à Bruxelles. CETA et JEFTA, contre le CETA, le JEFTA, les accords avec le Japon et le CETA, bien sûr.
d'habitude, je vais lire la quintessence. Ce premier paragraphe est quand même très important au niveau de ce qui se passe, au niveau des agriculteurs et nous, parce que nous sommes concernés. C'est important. Les agriculteurs européens ont fustigé l'accord commercial entre l'UE. Voilà, les agriculteurs européens global, au niveau sociétal, ont fustigé l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, conclu le 28 mai à Bruxelles, qui les place selon eux face à une concurrence déloyale et qu'ils dénoncent depuis des mois. Dès l'annonce de l'accord, les tweets et autres communiqués courroucés se sont multipliés, contrastant avec les larges sourires des négociateurs sud-américains et de la Commission européenne, satisfaits de ce compromis jugé historique après 20 ans de discussion. 20 ans de discussion pour savoir comment on fait la libéralisation, la mondialisation sauvage. Et qui détruit, qui est écocide, tout simplement. Dans ce contexte tendu, l'approbation du compromis par les 28 États membres, puis le Parlement européen, est désormais nécessaire pour que le texte entre un jour en vigueur, semble plus incertaine que jamais. La Copa-Cogeca, principal syndicat agricole dans l'UE, a fustigé une politique commerciale de poids et de mesures qui élargit le fossé entre ce qui est demandé aux agriculteurs européens et ce qui est toléré des producteurs du Mercosur, dont les normes sanitaires et environnementales ne sont pas les mêmes qu'en Europe. En Allemagne, le patron du Deutscher Bauernverband, premier syndicat du pays, a jugé l'accord totalement déséquilibré, au point de mettre en péril beaucoup d'exploitants agricoles familiales, bien sûr. On l'a bien vu dans la Creuse. Quant à la patronne du premier syndicat français FNSEA, Christiane Lambert, elle a dénoncé un coup dur pour l'agriculture et un mensonge entrepris pour les consommateurs, soulignant que 74% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en Europe. Alors Christiane Lambert, oui, mais elle doit être littéralement, il faut qu'elle soit médiatiquement mise en avant. Il faut elle aussi qu'elle pousse médiatiquement, faire des actions, etc. Mais bon, voilà. Après, il faut avoir du courage, c'est ce qu'on disait pour les agriculteurs de la Creuse. Il faut vraiment, notamment cette personne-là, ou d'autres, autour d'elle, soient vraiment courageux et soient extrêmement puissants au niveau médiatique pour faire bouger les choses. Voilà. C'est pas évident. Alors, on peut le comprendre. Alors, bien évidemment, pour terminer cette séquence sur un réactif, pour parvenir à un compromis, le Mercosur a accepté d'ouvrir grand ses portes à l'industrie européenne, tout particulièrement ses voitures, mais aussi ses produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que ses marchés publics. L'UE consent cependant de lourdes contreparties dans le secteur agricole. Elle facilitera l'accès à son marché à 4 pays avides d'écouler sucre, éthanol, volaille et bœuf. Le Mercosur va notamment pouvoir exporter vers l'Europe quelques 99 000 tonnes de viande bovine au taux préférentiel de 7,5%, fragilisant un peu plus les éleveurs européens lourdement dépendants des subventions de Bruxelles et qui craignent la concurrence des usines à viande latino-américaines. D'autant que, selon eux, les deux continents ne sont pas sur un pied d'égalité. Antibiotiques utilisés comme hormones de croissance d'un côté, assortis de déforestation, contre toujours plus de normes environnementales côté européen. Alors, bien sûr, nous avons Nicolas Hulot qui démissionne, car bien évidemment, il ne pouvait pas acquiescer cette hérésie qui sont incohérents avec les accords de Paris. Là, c'est la vision d'un politique que nous avons. Alors, c'est bizarre, parce qu'il n'est pas médiatisé en ce moment, que ce soit dans les médias mainstream, alors que c'est à cette période-là, il doit être médiatisé, et on ne l'invite pas. Hein, c'est quand même assez étrange, alors que c'est son moment, c'est sa séquence normalement, que ce soit Nicolas Hulot, Christiane Lambert, on ne les invite pas. Vous voyez que tout est maîtrisé, et voilà, il peut parler à l'Express, sur les journaux, mais voilà, faut-il avoir l'onglet et lire tranquillement, mais bon, ça n'a jamais le même impact qu'un débat à la télévision, aucun débat sur ces accords à la télévision, il n'y a plus rien, bien sûr. Et donc on doit s'informer entre nous, pour le collectif, toujours comme d'habitude, et merci à vous pour vos commentaires, toujours intéressants, lucides, qui fait avancer le collectif, c'est toujours important, hein. Bien évidemment cette vidéo est toujours à partager, je vous remercie pour votre partage, hein. Merci à vous pour les vidéos précédentes. L'article de l'Express, un classique sur Nicolas Hulot, j'en ai ras-le-bol, article du 1er juillet 2019, CETA Mercosur, CETA UE Mercosur, au nom du climat, Hulot en guerre contre le libre-échange.
Alors bien évidemment qu'il a démissionné parce qu'il savait, hein, en août 2018 quand il a démissionné, il savait, hein, bien évidemment que ça allait être mis en place, il ne pouvait pas. Alors, franchement, Nicolas Hulot ne pouvait pas être ministre de l'écologie avec ses accords, soyons sérieux. Évidemment. Et je pense, moi, personnellement, qu'il voulait de l'intérieur, au cœur du recteur, comme je disais, il voulait changer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il a tout donné, peut-être, mais c'était vraiment pas évident. Comme d'habitude, la quintessence de cet article, l'ancien ministre de la Transition écologique estime que le libre-échange est à l'origine de tous les problèmes écologiques. Ah, enfin, il n'a pas dit qu'il était ministre, il était... Ah, il ne pouvait rien faire, il était menotté. Ça se voit, on ne peut pas dire ça quand on est ministre. Voilà. Surtout pas avec l'administration Édouard Philippe et M. Macron, bien sûr. Nicolas Hulot était sur tous les fronts médiatiques ce week-end. Un entretien dans Le Monde le dimanche, un autre dans Ouest France, ou encore dans une tribune le journal de dimanche. Il n'y a aucun média mainstream télévisuel, audiovisuel. Oh, bizarre ça. Après s'en être pris à l'accord commercial UE-Canada, l'ancien ministre de la Transition écologique, pardon, je pense que moi, c'est quand même mieux. L'ancien ministre de la Transition écologique est notamment parti en guerre contre l'accord fraîchement conclu avec le Mercosur, antinomique avec la lutte contre le dérèglement climatique. Nicolas Hulot estime que le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. Il est fini le temps où j'arrondis les angles, terminé. J'en ai ras-le-bol. La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de toute la crise que nous vivons, affirme-t-il au monde. Dans son viseur, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, conclu vendredi, après plus de 20 ans de négociations, qui inquiètent agriculteurs, en particulier producteurs de viande et ONG spécialisées sur les questions environnementales. Quand on dit production de viande, n'oublions pas la petite digression que j'ai faite sur Terre Sacrée, c'est très important. La situation écologique au Brésil, depuis l'investiture en janvier du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, est une source de préoccupation. L'expansion des activités agricoles se fait dans les pays au prix d'une déforestation massive et provoque de plus en plus de conflits avec les communautés traditionnelles. Alors, je ne vois pas comment on peut, sur un enjeu universel, signer un accord avec un pays qui bafoue à ce point ses objectifs. Pour Nicolas Hulot, dénonçant une forme d'incohérence. On finit par ne plus croire personne, on dit des choses et dans la foulée on prend des engagements, on signe des traités qui nous mènent à l'opposé de nos intentions, dit celui qui a démissionné du gouvernement. Alors pour terminer cet article, et puis après un dernier petit onglet pour terminer, sur le train des primeurs, qui fait partie de toute cette marchandisation sauvage, cette mondialisation sauvage. Le Canada, un des pires élèves du G20. À travers ses multiples interventions du week-end, c'était aussi l'occasion pour Nicolas Hulot de clamer son opposition au CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union et le Canada, un des pires élèves du G20, et de plaider en France pour l'unité par-delà les clivages politiques. Nous devons absolument nous rassembler, au-delà de toutes nos barrières politiques religieuses, pour changer nos modes de vie, notamment avec Christian Lambert, tout le monde. En temps de guerre, on est capable de s'unir sur l'essentiel, cette planète, oui. Et nous sommes en guerre, estime-t-il dans l'Ouest de France. Donc, pour terminer cette séquence, j'avais oublié ce petit dernier paragraphe. S'il ne sera pas candidat au municipal, Nicolas Hulot appelle les maires à tout bord à faire un effort pour cesser de consommer les terres agricoles à tout crin avec des projets immobiliers ou commerciaux et de se dire prêt à apporter son soutien à un gouvernement qui fera la démonstration qu'il veut véritablement faire rentrer l'écologie dans la modernité. Donc voilà pour cette séquence sur le CETA et Mercosur. J'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est très important. Voilà, j'ai l'impression, moi, personnellement, j'ai cette sensation que les gens ne sont pas informés ou que les gens, comme si c'était pas important, mais c'est absolument ultra destructeur, vraiment. C'est incroyable. On a des gens qui sont dans un projet de nouvelle ère mondiale, qui sont dans un projet de terraformation, c'est clair et net. Et on voit au fur et à mesure, avec cet onglet, on voit au fur et à mesure, seconde par seconde, minute par minute, s'écrouler le vivant, tout simplement. Et les gens n'ont rien compris avec le transhumanisme, etc. Les vidéos que je fais, c'est très important. Alors le train des primeurs, on le voit, c'est le train.
Alors il paraît vétus, mais c'est bizarre qu'il n'y a pas eu de maintenance. C'est bizarre parce que moi, quand je prenais les trains, ils ont changé les trains. Ils se sont modernisés, les trains. Les trains étaient plus beaux quand je rentrais dedans. Et là, le train des primeurs, il est vétuste. Il n'y a pas eu de mise à jour. Il n'a pas été modernisé. Voilà un exemple de destruction. Les transporteurs prévoient pour l'heure d'utiliser les rails jusqu'à la fin de la saison haute, c'est-à-dire mi-juillet, puis passer au camion pour la fin de la période estivale. Question posée le 4 juin 2019, article de Libération. Bien sûr, le train des primeurs de Rungis va-t-il finalement s'arrêter le 15 juillet? Alors, la menace de suppression du train qui achemine des fruits et légumes au marché de Rungis plane toujours. Le dernier train partira le 15 juillet de Perpignan, c'est-à-dire les fruits venant du Maroc, d'Espagne et du Portugal. Affirme la CGT à l'Indépendant. On nous a menti, estime le syndicat. Une conférence de presse a été organisée ce mardi matin près du ministère des Transports afin d'adapter sur le sujet. Alors, le 17 mai, après une réunion avec les acteurs du dossier, le ministère des Transports avait assuré qu'une solution allait être trouvée pour poursuivre le transport des fruits et légumes par rail. Comme nous l'avions expliqué à l'époque, la ligne menaçait de s'arrêter fin juin, faute d'accord à la SNCF, demandant aux transporteurs Ray et Roca d'investir dans de nouveaux wagons afin de remplacer les voitures actuelles vieilles de 40 ans. Mais le 17 mai, le ministère des Transports a réuni les acteurs du dossier pour éviter le transfert des marchandises sur la route. Environ 23 000 camions sur la route chaque année, en plus 23 000 camions, et puis on nous parle de pollution, etc. C'est délirant. On ne fait rien pour éviter cette catastrophe et on va rajouter 23 000 camions sur la route. Après, on nous parle de serrer la ceinture, etc. Super tanker, et là, 23 000 camions en plus. Puis là, on parle que de la France. La SNCF avait annoncé la prolongation de la ligne au moins jusqu'à la fin de la saison haute. Ensuite, l'entreprise ferroviaire proposait d'aller jusqu'à la fin de l'année aux conditions actuelles du contrat, échéance au-delà de laquelle les wagons seront hors d'usage. Alors, pourquoi ils ne renouvellent pas les wagons? Mystère. Alors, deux derniers paragraphes pour terminer cette vidéo. Pourquoi le train des primeurs semble à nouveau menacé, contacté par Check News, Libération? Les transporteurs expliquent que la date du 15 juillet correspond à la fin de la saison haute. Ensuite, les produits primeurs, majoritairement en provenance d'Espagne, Maroc et Portugal, sont moins nombreux. Les années précédentes, la CNCF tenait à maintenir une liaison, mais à perte. Expliqué à Check News, Gérald Malor, directeur général de Primevert, propriétaire de Roca. Cette année, indique-t-il, le transport en basse saison se fera par la route pour leur part. Même scénario, nous indique Stéphane Faméry, patron de Ray. Quel viendra-t-il après? L'histoire saison court, il est toujours question de trouver une solution à la reprise de la saison au début du mois de novembre, explique Gérard Malor. Donc, Ray et Roquet ne souhaitent pas, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont eu des menaces? Est-ce que on va toujours vers la destruction? C'est incroyable. Côté cheminot, l'inquiétude est vive. Les transporteurs ont fait leur choix, passer à la route. Estime Michael Meunier, un des conducteurs du train délégué CGT. D'après les informations du syndicat, la prolongation jusqu'au 5 juillet n'a même pas encore été signée. Je pense qu'elle a été signée. Normalement, à Perpignan, l'entreprise Roca se prépare à quitter ses locaux historiques situés sur les quais de la gare de Fret. Le bail qui devait s'arrêter le 30 juin a été prolongé uniquement jusqu'au 15 juillet. Un mauvais signe. Un mauvais signe pour les employés cordialement Emma Donada. Donc voilà pour cette vidéo. Bien sûr qu'au 15 juillet, ce sera le dernier train des primeurs, parce qu'il n'y a pas de renouvellement des rames, des voitures, et donc on court à la catastrophe avec plus de camions, plus de pollution et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. Donc c'est une vidéo à méditer. Bien sûr, il ne faut jamais oublier cet onglet. Cet onglet-là, un pense-bête extrêmement important. Bien évidemment, personne, est-ce qu'on a ça en tête tout le temps? C'est quand même proprement délirant. On court à la catastrophe. Donc, je m'arrête. Pour terminer cette vidéo, je reste sur cet onglet parce que c'est à méditer. Pour tout à chacun, vraiment, c'est très 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 important de se remettre ça en tête toujours. Parce qu'on est tous consommateurs et il faut qu'on soit tous conscients de ça. Voilà. C'est une vidéo importante à partager. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, vos abonnements. Vous pouvez vous abonner, mettre un like pour que cette vidéo soit vue le plus possible. Merci à vous pour vos partages. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Merci à vous et à la prochaine.